Merci beaucoup de cette invitation. Merci Michel pour cette présentation. Je ne vous parlerai pas d'Asie centrale, ni de Mongolie, ni de Sibérie, mais uniquement de l'œuf et une approche anthropologique. Quand j'ai proposé ce titre, je me suis dit que c'était vraiment une sacrée affaire, parce que l'anthropologie de l'œuf, ça m'a conduit, je n'aurais pas imaginé jusqu'où. Bref, alors c'est un titre extrêmement ambitieux et vraiment au fur et à mesure de mes lectures, je me suis demandé ce qui faisait de ce petit objet si fragile quelque chose de si complexe finalement, c'était ça. Alors, eh bien tout simplement parce que l'œuf est à l'articulation de la vie et de la mort. C'est déjà quelque chose d'important, c'est pas rien, et en tout cas, articulation de la vie et de la mort, parce qu'il a été érigé à l'articulation de la vie et de la mort par la pensée humaine, et c'est un symbole associé au cycle de la vie et de la mort, à la création et à la procréation, à la naissance et à la renaissance. Alors, dans cet exposé, je ne vais pas parler de linguistique, je ne vais pas parler de consommation d'œufs, je ne vais pas parler de psychologie, je ne vais pas parler de philosophie, je ne vais pas parler de santé, mais plutôt je vais essayer d'esquisser une symbolique de l'œuf à travers le temps et à travers l'espace. Finalement, c'est déjà pas mal. Alors, disons d'entrée de jeu qu'on ne peut pas séparer la matière du symbole. Ça, c'est une évidence. L'œuf nous offre très explicitement et très matériellement la représentation d'un mystère qui est caché à l'intérieur de lui. Ce qui est important, ce qui est intéressant précisément, c'est ce mystère. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est la promesse de ce qu'il contient, c'est ça. Alors la coquille qui se présente comme un élément matériel, inerte, quoique de forme jugée parfaite, on y reviendra, est chargée de mystère, chargée de vie, contenant un élément liquide, un élément mouvant, un germe. Alors c'est l'œuf de Fabergé, évidemment, qui va me servir de premier guide. En 1885, le tsar, Alexandre III, décide d'offrir à sa femme un magnifique bijou que va réaliser le fils de la famille Fabergé. La famille Fabergé, c'est une famille française, originaire de Picardie, qui s'est exilée à Saint-Pétersbourg et qui est devenue, ce sont des bijoutiers célèbres. Le tsar commande donc un bijou pour sa femme, un œuf de Pâques en fait, en forme de bijou pour son épouse. Alors, c'est le premier œuf que l'on connaisse de Fabergé, l'œuf à la poule. C'est de l'or émaillé de blanc. À l'intérieur, on a le jaune qui est en or et qui contient lui-même une poule. Et quand on ouvre la poule est elle-même en or. Quand on ouvre la poule, on ouvre l'œuf, le jaune, on ouvre ensuite la poule, et à l'intérieur de la poule, on avait une réplique des diamants de la couronne impériale, et à laquelle était accroché encore un objet, un petit pendentif en rubis, et les deux ont d'ailleurs disparu. Donc, ça c'est je dirais le premier œuf, et ensuite, eh bien, il y en a 50 qui vont suivre et qui sont absolument splendides. Vous les connaissez probablement, j'en ai mis juste là deux ou trois, qui sont à chaque fois des promesses de quelque chose qui est à l'intérieur. L'idée est bien celle d'un œuf, d'un objet qui renferme un mystère, un cadeau. Mais derrière cette image se cache la représentation, non pas derrière cette image-là, mais en fait derrière l'idée de cette représentation, se cache l'image du début de la vie, du renouveau et d'une promesse d'immortalité. C'est ce qu'on verra par la suite de cet exposé. Et cette promesse, on va la retrouver dans de très nombreux mythes. Alors j'ai essayé de regarder dans différents endroits du monde. Je ne pourrais évidemment pas vous en parler beaucoup parce qu'il y en a tellement des mythes, j'en ai juste sélectionné 2. Mais on trouve des mythes qui mettent en scène des œufs chez les Indiens d'Amérique du Nord, dans l'Inde védique, dans la Grèce ancienne, en Afrique. Il est question d'un œuf primordial.
Et cet œuf primordial, en s'ouvrant, va offrir aux hommes le début de toute chose. Et ce début de toute chose va être décliné depuis le mythe de la création du monde jusqu'à l'œuf de Pâques, symbole du renouveau, du reverdissement de la nature, etc. Alors, tout est lié. Le problème, c'est que tout est lié, mais pour la commodité, on va dire, de l'exposé, je vais séparer les choses. Je vais commencer par vous parler des mythes, et ensuite, on arrivera à l'œuf de Pâques. Alors, comment les hommes racontent-ils le début, les origines du monde? Force est de constater que la dynamique de la fécondité est omniprésente, évidemment, et l'œuf va jouer un rôle tout à fait central. L'œuf constitue, il faut le dire tout de suite, un espace et un temps clos. C'est un espace et un temps clos. C'est le moment, en fait, dans l'œuf, où l'espace et le temps n'existent pas encore. Il faudra que la coquille se brise pour libérer les deux dimensions qui seront à la base de la création du monde, le temps et l'espace. On a dans les mythes, en général, la première étape dans le mythe, c'est la création, on va dire, c'est le chaos, et après le chaos, eh bien, on a l'apparition de l'œuf et le début des choses. L'œuf semble contenir, et c'est ça qui est intéressant dans ces histoires, dans ces mythes, c'est que l'œuf semble contenir la première forme d'organisation. Il est le germe des premières différenciations. Un peu comme finalement ce qu'on connaît dans la biologie, c'est-à-dire que l'œuf, c'est un, et qui est la fusion de... Voilà, c'est une cellule, mais on va retrouver exactement la même idée dans les mythes. L'œuf cosmique est un, il renferme à la fois le ciel et la terre, il est le symbole, la source, on va dire, de toutes les virtualités. Alors, il y a ce magnifique tableau de Dali qui nous montre la création du monde, avec cette coquille d'œuf qui se brise. Dali a dans l'œuvre de Dali, on trouve de très nombreuses références à l'œuf, à tel point que vous le savez peut-être, enfin vous le connaissez certainement, mais le musée de Figueras, voilà, une partie du musée de Figueras avec des œufs partout sur le toit, sur la tour, etc. L'œuf va être dans de nombreux mythes des origines l'élément qui va engendrer le monde, cet œuf cosmique, et je vais vous en donner 2 ou 3 exemples. Pour les Égyptiens, dans l'Égypte ancienne, sous l'action du démiurge, va émerger du Noun, le Noun c'est l'océan primordial, va émerger du Noun une butte sur laquelle un œuf va éclore. Donc on va avoir ce mouvement. Et de cet œuf, les historiens nous disent que le mot est féminin en égyptien, eh bien un dieu va jaillir et ce dieu va organiser le chaos et donner naissance aux êtres différenciés. En Inde, l'œuf est né du non-être et il engendre les éléments. Au commencement, il n'y a que le non-être, comme on a vu le chaos tout à l'heure. Ce non-être grandit, se change en œuf, il se repose pendant 1 année, et puis ensuite il se fend. Et il va donner naissance. Alors il y a 2 fragments, un fragment d'argent et un fragment d'or. Le fragment d'argent va donner naissance à la terre, le fragment d'or va donner naissance au ciel. Ce qui était la membrane externe de l'œuf va donner les montagnes, ce qui était la membrane interne de l'œuf va donner la peau, ce qui était les veines dans l'œuf va donner les rivières, etc. Donc on a toute une explication du monde à partir de l'œuf. Un autre exemple que j'ai pris dans les travaux de la personne qui avait dirigé ma thèse il y a bien longtemps, c'était Viviane Apak, une spécialiste du Maroc et qui a travaillé sur une confrérie mystique, les Gnawa. Et Viviane Apak, dans ses travaux, écrit que les Gnawa, racontent qu'à l'origine, on a un œuf de serpent. Cet œuf de serpent est entouré par la nuit, qui existe bien avant l'œuf de serpent, bien avant le temps. Cette nuit, c'est le vide. Mais ce vide est plein de Dieu, en fait.
dans la cosmogonie gnawa, se vide et plein de Dieu, et contient finalement en puissance toute la création. Mais la création ne peut se manifester qu'à partir de l'œuf, parce que, mais le problème, c'est que l'œuf est, dit-on, chez les gnawa, clos et stérile. Il faut qu'il soit cassé. Et donc, dans la cosmogonie, on va raconter, dans la mythologie, on va raconter que deux tourbillons vont arriver en sens contraire, vont faire exploser la coquille. Une partie va partir vers le ciel et la partie blanche partira vers le ciel et fera le ciel. Et la partie noire partira vers la terre et donnera naissance à la terre, puis ensuite aux humains, puis ensuite, etc. Bon. En tous les cas, cette explosion de l'œuf va permettre la libération des forces et va surtout structurer le temps et l'organisation des hommes, structurée en 7 parties, puisque chez les Gnawa, le chiffre 7 est essentiel. Il y a les 7 génies, les 7 couleurs, les 7 musiques, les 7 planètes, etc. Donc un drame cosmique qui organise le monde, qui sépare le monde. La mythologie ancienne ou traditionnelle ailleurs a été remplacée, on peut dire, par d'autres mythologies. Et quand nous cherchons à retracer nous-mêmes l'origine de notre propre monde, nous remontons au Big Bang. Or, la théorie du Big Bang, alors moi je ne suis pas du tout une spécialiste de ça, mais j'ai cru comprendre que les scientifiques actuellement préféraient à la théorie du Big Bang la métaphore de l'éclosion, associée à celle de l'œuf cosmique, parce que sur le plan symbolique, l'astrophysique justifie ce choix par, vous voyez, là on a des images inédites du cosmos parues dans Le Monde en 2014, l'astrophysique justifie ce choix parce que l'univers aurait la forme d'un œuf dans la représentation la plus proche qu'on a pu en donner. Alors on a vu la naissance du monde, voyons maintenant la Renaissance. Et le triptyque célèbre, je suis désolée, mais bon, je pense que j'avais quand même envie de le donner. Je ne sais pas si tu en parleras, toi, Camilla, non? Mais le triptyque célèbre de Bosch me permettra de faire la transition, finalement, entre l'un et l'autre. Alors, dans le triptyque de Bosch, dans le Jardin des Lys, année vers 1503 et qui se trouve au musée de Brado. Donc dans la partie fermée, eh bien, on a la création du monde, là on voit bien sous la forme d'œuf, et puis on ouvre le triptyque, et là on y voit, alors c'est pas très clair peut-être pour vous, mais on voit dans les trois parties du triptyque la représentation du paradis, la représentation du monde des hommes, et puis celle de l'enfer. Et si on regarde de près, on voit que la thématique de l'œuf est omniprésente dans ces trois mondes-là. Alors, l'œuf symbolise la renaissance. En fait, c'est une naissance qui répète le modèle cosmogonique. Réalité primordiale aux origines, germe de toute vie, ça va devenir le symbole même pour illustrer la fonction cyclique. Alors cet œuf, on va le retrouver dans le cycle de la vie, on va le retrouver en tant que métaphore de la renaissance spirituelle, et on va le trouver bien entendu dans la renaissance du cycle de la nature. Si on prend le premier, le cycle de la vie, on trouve que de nombreuses populations ont accordé à l'œuf des propriétés fécondantes. Les Romains pensaient que l'œuf était aphrodisiaque et qu'il favorisait les grossesses. On a une tradition néerlandaise qui rapporte que les femmes stériles accrochaient des œufs dans des arbres pour stimuler leur fécondité. L'idée de l'association de l'œuf au cycle de vie humaine est présente, par exemple, dans la religion hébraïque, où au moment de la fête de Pessah, de Pâques, de la Pâque juive, on va déposer sur la table une assiette avec un œuf dur qui symbolise le cycle de la vie à la mort, de la mort à la vie. D'ailleurs, cet œuf dur, on va le retrouver dans les assiettes de funérailles. Dans la religion hébraïque, c'est pareil, l'œuf dur est présent dans le repas des funérailles, au même titre que la lentille, par exemple, ou d'autres aliments ronds qui sont censés représenter la fécondité.
cette image de l'œuf associée au cycle de vie va être une source d'inspiration sans fin pour faire de l'œuf une métaphore de la renaissance spirituelle. Et on va trouver l'œuf dans la religion chrétienne, devient une métaphore de la renaissance dans la religion chrétienne. Et cette représentation de la vie après la mort, on va la retrouver dans les pratiques funéraires, mais là, je ne vais pas dévoiler probablement ce que va nous dire Marie-Pierre tout à l'heure. Donc, oui, dans les pratiques funéraires, on a de nombreux exemples d'œufs présents. J'ai trouvé d'ailleurs, par exemple, pour revenir à l'Égypte ancienne, que le deuxième cercueil dans lequel on mettait la momie était appelé l'œuf dans le monde égyptien. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors j'ai commencé cet exposé en évoquant les œufs de Fabergé, l'œuf de Pâques offert par le tsar à son épouse. Eh bien, je terminerai cet exposé en vous parlant du cycle de la nature et de l'œuf de Pâques, évidemment, puisque là, on est en plein dans la saison. Je ne sais pas si on nous a caché des œufs dans le jardin pour aller les chercher tout à l'heure, mais bon, ce serait bien. Alors, si l'œuf est aussi intimement lié au cycle de la vie et au cycle des renaissances spirituelles, il n'est pas étonnant, évidemment, de le voir associé à la renaissance de la nature. Ce n'est pas quelque chose qui est propre, qui est spécifique à la religion, à notre monde occidental, on va dire, et à la religion chrétienne, puisque l'alimentarium de Vevey, qui est un grand musée consacré à l'alimentation en Suisse, l'alimentarium avait consacré une exposition à l'œuf il y a longtemps et expliquait que il y a déjà, dans le catalogue d'exposition, on voit qu'il y a déjà 5000 ans, les Chinois offraient des œufs peints à l'arrivée du printemps. Dans la Grèce et dans la Rome antique, on suspendait des œufs colorés et on les offrait au mois de mars. Pour célébrer l'équinoxe de printemps, nous y sommes. Mais il faut savoir aussi que dans les anciens calendriers, mais vous le savez, dans les anciens calendriers romains, l'année ne comptait que 10 mois et elle commençait au mois de mars. Donc on est l'année débutait au printemps et l'œuf, du coup, symbolisait vraiment le renouveau. Alors les œufs de Pâques, eux, prennent place dans un calendrier, dans un ensemble, on va dire, calendaire et liturgique particulier. D'abord, oui, je voulais vous montrer, voilà. D'abord, le mot de Pâques vient de Pessah, qui est la Pâque juive et qui signifie le passage, donc on passe bien d'une année à l'autre, d'un endroit à l'autre, parce que pour le monde juif, c'est plutôt d'un endroit à l'autre. Mais c'est une fête qui est en lien avec l'équinoxe de printemps. C'est une fête qui marque la fin du carême, la mort et la résurrection du Christ, et on verra aussi une abondance d'œufs. Donc, fête de printemps, 21 mars, d'ailleurs c'est la seule fête chrétienne, la seule fête mobile du calendrier chrétien, les autres fêtes étant associées, c'est la seule qui dépend, vous savez, enfin je ne vais pas faire tout, on n'a pas beaucoup de temps, mais qui est en lien avec la première pleine lune de printemps qui suit le 21 mars. Donc, une fête religieuse parce qu'elle ponctue la fin d'un long carême et elle marque la mort et la résurrection du Christ. Et en plus de cette symbolique chrétienne, il existe également des raisons pratiques de cette histoire d'œuf de Pâques, puisque à partir du IVe siècle, l'Église va interdire, pendant la période du carême, qui est quand même une longue période, elle va interdire la consommation de viande et la consommation d'œufs. Et du coup, on va se retrouver avec des quantités d'œufs au moment de la fin du carême. Il fallait donc utiliser ces œufs. Cette abondance, donc là on a une abondance d'œufs, et pour conserver, disons, cet excédent d'œufs, eh bien, on les faisait cuire. Il y en a qu'on a peint à différentes. Enfin, je vais en parler tout de suite. Et c'était des œufs que l'on offrait et qui se retrouvaient aussi sur la table de dimanche de Pâques. L'abondance des œufs, la symbolique de l'œuf.
Le choix de la date représente, vous voyez, une congruence parfaite pour faire de l'œuf de Pâques, ou plus largement de l'œuf de printemps, le symbole du renouveau, le symbole de la fécondité, de la nature, de la fécondité des hommes. D'ailleurs, il existait en Hongrie, mais pas seulement en Hongrie, dans d'autres pays d'Europe centrale, une coutume qui était l'échange des œufs de Pâques. En fait, ce sont les jeunes filles qui offraient aux garçons, le jour de Pâques, elles offraient des œufs, et les garçons arrosaient ces œufs d'eau, symboliquement pour stimuler leur fécondité. Donc on a vraiment là, à droite, à gauche, des liens qui sont évidents. Le célèbre folkloriste français, il n'est pas vraiment français, je crois qu'il est belge, Van Gennep, qui a beaucoup travaillé sur les traditions en France, et qui a publié un nombre très important de volumes consacrés aux traditions, qui avaient lieu, qu'il collectait chez les folkloristes du XIXe siècle. Il consacre donc une partie d'un de ses ouvrages aux cérémonies de Pâques, et en particulier les traditions liées aux œufs de Pâques en France. Et il relève de très nombreuses histoires en relation avec les œufs. D'abord, il y a une différence en France entre l'œuf du vendredi saint et les œufs de Pâques. L'œuf du vendredi saint, c'est l'œuf qui est pondu. Le vendredi saint, c'est un œuf très spécial. Il a des propriétés magiques dans toute la France. Soit, par exemple, c'est Van Gennep qui a trouvé, il dit en Touraine, par exemple, on disait que l'œuf du vendredi saint contenait un serpent. L'œuf à Nantes, on disait qu'il contenait des crapauds. Donc là, ce sont des œufs spéciaux qui ne sont pas normaux. Ailleurs, on dit ce sont des œufs qui garantissent la santé. Ce sont des œufs qu'il faut manger. Par exemple, dans les Alpes, on dit l'œuf du vendredi saint protège. Il y a, je crois, dans le Nivernais, une tradition qui veut que... non, c'est peut-être pas dans le Nivernais, je crois que c'est en Champagne, en Ardennes, une tradition qui veut que l'œuf du vendredi saint éteigne les brasiers. S'il y a un incendie, on jette les œufs durs du vendredi saint dans le brasier. Donc, il a des propriétés magiques. Alors ça, c'est l'œuf du vendredi saint. Et puis, il y a les œufs, ceux qu'on a stockés, ceux qui sont en abondance, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui, eux, sont les œufs qu'on va offrir le dimanche de Pâques. Ces œufs ont des couleurs, vous le savez bien, ils ont des couleurs différentes, mais au départ, ce sont des œufs rouges, teints en rouge. On utilise la garance pour teindre les œufs en rouge. La couleur rouge, c'est une couleur apotropaïque dans toute l'Europe. C'est vraiment une couleur de protection. Et jusqu'au... alors, j'ai plus exactement les oui, les historiens de l'art disent que c'est à partir du XIIIe siècle que les œufs peints en rouge apparaissent. Ensuite, ils vont évidemment à la Renaissance, peut-être tu en parleras, être transformés, en particulier dans les milieux de cour. On va les peindre en or, on va les dessiner, etc. Bon, il y aura des motifs, parfois réalisés par des grands peintres. Bon, alors rouge au départ, puis multicolore au cours du temps, jusqu'à arriver au XIXe siècle. Les chocolatiers vont s'en emparer, et l'œuf en chocolat naît à ce moment-là, au XIXe siècle. La quête des œufs du dimanche de Pâques n'est pas pratiquée partout, nous dit Van Gennep. Il y a des tas de régions où on ne cherche pas les œufs de Pâques. Alors moi qui viens d'Alsace, l'œuf de Pâques, c'est quelque chose de très important. Tous les enfants vont dans les jardins chercher des œufs de Pâques. C'est une tradition dans le monde germanique, en Suisse, en Alsace, qui est extrêmement forte. Mais il y a des tas de régions où ça n'existe pas. Van Gennep dit, par exemple, en Basse-Bretagne, on ne la trouve pas, en Corse, on ne la trouve pas, dans les Hautes-Alpes non plus, ni en Auvergne ou dans la Drôme. Là où la quête des œufs se fait, ce sont les enfants qui la pratiquent. Et dans beaucoup de régions, dit Van Gennep, c'est le parrain et la marraine qui doivent offrir les œufs de Pâques aux enfants. Ce n'est pas les parents, c'est le parrain et la marraine, c'est leur fonction. Par contre, il y a des régions comme la Lorraine où c'est le papa, c'est le père de famille qui offre des œufs rouges à ses enfants. La chasse aux œufs
dit Van Gennep, vient probablement, pas seulement lui d'ailleurs, il y a d'autres auteurs, disent que cette chasse aux œufs, elle est probablement née en Alsace. En tous les cas, dans cette région de l'Alsace. C'est faux, tu penses? Tu écoutes, oui, tu me diras, parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Non, je n'ai pas trouvé autre chose. Il dit, et il n'est pas le seul, elle aurait sa source en Alsace, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, enfin dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, ce serait plutôt le lièvre de Pâques qui apporterait les œufs. Alors qu'ailleurs, c'est plutôt les cloches qui viennent apporter les œufs de Pâques. L'association du lièvre et de l'œuf est intéressante parce que le lièvre, évidemment, est un symbole partout de fertilité aussi. Hein, le lapin ou le lièvre sont des symboles de fertilité. Associer l'œuf à l'animal double finalement la fécondité. Mais il y a aussi l'idée que dans des régions de tradition protestante, on aurait préféré utiliser autre chose que les cloches qui rappellent le pape. Parce que dans le fond, les cloches, elles viennent de Rome. Et on ne veut pas, dans ces régions à dominante protestante, faire référence au pape. Alors, outre la quête des œufs de Pâques, il faut savoir aussi qu'il existait dans de nombreuses régions de France des jeux liés, des jeux en relation avec les œufs. Comme dans toute la France, les fêtes, les moments de divertissement sont souvent accompagnés de jeux, traditionnellement, en tous les cas au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il y a des jeux spécifiques en lien avec les œufs. Par exemple, en Dordogne, le soir de Pâques, les habitants se livrent une vraie bataille à coups d'œufs durs. Dans l'Aveyron, on recense des jeux de jet des œufs en l'air. C'est celui qui fait monter le plus haut son œuf. Et puis, il y a un jeu très célèbre dans beaucoup de régions de France qui est la toquette. En fait, on toque des œufs, l'un contre l'autre, et puis c'est celui qui n'a pas son œuf cassé qui gagne, évidemment. Il y a aussi la roulée qu'on pratique soit avec une petite planche, soit carrément sur une descente dans la nature, où on fait rouler ses œufs, et puis c'est le premier qui arrive, évidemment, qui a gagné. Voilà, alors un petit tour d'horizon de tout ce que peut nous apporter Van Gennep au sujet de ces œufs. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Là, j'avais aussi trouvé un tableau de Léonore Fini que je trouvais très beau puisqu'il montre bien la femme à l'œuf rouge. On parlait de la couleur rouge, cette couleur apotropaïque. Il y a d'ailleurs une légende orthodoxe qui nous raconte très très précisément pourquoi l'œuf est rouge. On pourra éventuellement y revenir. Ensuite, je crois que j'ai fini. En guise de conclusion, j'avais envie de vous dire l'œuf, un contenant de toutes les potentialités. Et en faisant quelques petites recherches, j'ai trouvé ces deux proverbes qui me paraissent intéressants parce que dans le fond, on est face à un folklore en miettes. Grosso modo, on voit bien qu'il y a des éléments épars qu'il faut rassembler pour comprendre un petit peu le système. Mais on a le calendrier populaire, on a les calendriers liturgiques, on a des représentations de la fertilité, on a la symbolique des couleurs, on a des contextes sociaux, des contextes économiques avec l'abondance d'œufs, des contextes territoriaux avec des différences entre les régions, etc. Mais au final, l'idée est toujours la même. On célèbre vraiment la fertilité, la fécondité, le renouvellement du monde. Et dans le fond, quand on prend ces deux citations, les paroles sont comme des œufs, à peine elles closent, elles ont des ailes, on est dans la potentialité que contient l'œuf. Le passé est un œuf cassé, l'avenir un œuf couvé. Là encore, ça nous renvoie à toutes ces potentialités que nous donne cette lecture anthropologique un peu rapidement vue. Je suis désolée, mais le sujet était vaste. Voilà, je vous remercie de votre attention.